Considérée comme la principale pourvoyeuse de recettes à l'État, la fiscalité congolaise peine à donner à l'État congolais le moyen de sa politique. Pour répondre à cette question, nous avons donc le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Yves Saloumou. Il est économiste de formation, doctorant en économie publique à l'IPN. Il est expert en finances publiques et en comptabilité. Il a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle en Suisse, aussi bien dans le public que dans le privé. C'est avec lui qu'on va devoir faire le point sur cette problématique. Yves Saloumou, bonjour et bienvenue. Justement, dans l'entrée de jeu, comme je l'avais dit, la fiscalité congolaise peine à donner à l'État congolais le moyen de sa politique. C'est dans cette optique qu'il a été organisé il y a de cela 4 ans, derrière nous, donc le Forum national sur la réforme du système fiscal congolais. Et pas mal de résolutions ont été proposées à l'issue même de ces forums. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression, hélas, toutes ces recommandations demeurent une lettre morte. Mais avant même de palper le vif de notre sujet, j'aimerais introduire notre émission par cette question. Il y a de cela quelques mois à l'IGF, donc l'inspection générale des finances, ici en République démocratique du Congo, avait publié un rapport comme quoi il avait remarqué que l'État congolais accordait d'une manière abusive ce qu'on a appelé les dépenses fiscales. Donc l'État congolais accordait la dépense fiscale au privé et cela fragilisait davantage la procédure de l'élargissement de notre assiette fiscale. Mais aujourd'hui, cette question avait fait pas mal d'écho. Où en sommes-nous par rapport à cette réalité? Merci beaucoup, M. Philippe, pour cette question d'une grande importance. J'aimerais qu'on puisse retenir quelque chose. L'évaluation des dépenses fiscales est très importante dans une économie. Si on part de l'histoire, les trésors américains, vers les années 60, Stanley décide, après une grande observation, de dire je trouve quelque chose d'anormal dans le fonctionnement de notre budget et de notre économie. Je demande, nous accordons suffisamment des avantages aux entrepreneurs et autres structures qui représentent le budget entier d'un État. C'est en 1960. Il serait important qu'on puisse évaluer pour savoir quel type d'avantages on va accorder pour que le budget ne soit pas impacté d'une manière négative, en fait que l'économie soit plus stable. Les dépenses fiscales, c'est une disposition législative et réglementaire qui, de par cela, il permet en fait à l'État de perdre une partie de ses recettes et entre-temps aux contribuables de bénéficier des avantages, soit carrément effacer les taxes, soit les différer, soit les revenus non assujettis, c'est-à-dire faire un groupe de revenus qui ne seront pas assujettis. Et en République démocratique du Congo, lors même du conférence du forum sur la réforme sur la fiscalité, cette question a été évoquée. J'ai eu la chance de participer à ces forums du début à la fin, où plusieurs experts venus de partout ont venu apporter leur expertise, leurs expériences pour que la République démocratique du Congo puisse, bien évidemment, comme tous les autres pays, parce qu'après les États-Unis, l'Angleterre a suivi. Et juste à mettre les dispositions législatives pour l'évaluation chaque 2 ans de dépenses fiscales. L'Allemagne a suivi, le reste du monde, le Maroc au niveau de l'Afrique et tant d'autres pays. Donc chez nous, ça pose problème. Ce n'est pas parce qu'on veut relancer l'économie ou donner l'avantage aux entrepreneurs qu'il faut absolument leur accorder des avantages non évalués. C'est-à-dire les avantages, ils partent dans le sens que le but du budget, c'est de rationaliser les dépenses et de maximiser les recettes. Mais lorsqu'on se met à rationaliser nos dépenses, il faudrait qu'on entre dans les dépenses de qualité, les dépenses qui portent l'économie. Même lorsqu'on lève l'option, c'est-à-dire d'accorder les exonérations, en fait, c'est ça, les exonérations et autres des dépenses, il faudrait qu'on sache dans quel secteur nous sommes en train de les faire et à quel degré nous devons les accorder. On ne peut pas seulement les accorder d'une manière
vague, sans évaluation, jusqu'à impacter le budget directement. Je rappelle à nos téléspectateurs que la dépense fiscale n'est rien d'autre que les exonérations que l'État congolais accorde au privé dans l'optique de les inciter à produire plus. Donc, ce sont de mesures incitatives que l'État accorde au privé pour booster la production et attirer davantage les investisseurs. Tout à fait. En fait, c'est comme on l'a dit, ils sont législatifs, en même temps, ils sont réglementaires. C'est-à-dire, il faut les réglementer. Je prends l'exemple de la Suisse, par exemple. On a dit que les dépenses, c'est soit des revenus non assujettis, soit ils sont différés. Je prends l'exemple, je prends la partie différée, qui est très importante, c'est-à-dire c'est gagnant-gagnant. Voilà. Autant où on met les temps comme les facteurs essentiels, les grands dénominateurs pour justifier les rendements et les revenus, on s'est dit, voilà, cette année, vous avez fait autant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a ce qu'on appelle en comptabilité les transitoires. Les transitoires, c'est que c'est une écriture, par exemple, vous arrivez à la fin de l'exercice, vous devez faire votre bilan et présenter un résultat, mais vous cachez une partie des revenus. Vous le cachez parce que ça va influencer sur votre tableau d'exploitation pour dégager un profit. Vous le laissez en charge. Ce qui fait, ça va diminuer votre profit à la fin de l'exercice. Mais le législateur, lui, qui est expert en soi, un taxateur qui est expert, il va dénicher, il va voir cette écriture et il observe l'année prochaine ou qui va demander un report et le mettre dans son compte normal et profiter des bénéfices. Ça aussi, c'est une forme de dépense fiscale. En fait, les dépenses fiscales, c'est une disposition, comme on appelle disposition hybride, disposition des dépenses dans un processus de recettes. De recettes, voilà. Donc, c'est dans la logique d'élargir l'assiette fiscale que l'État congolais accorde aux opérateurs économiques, toutes ces mesures incitatives. Je reviens par rapport à ma question. Le rapport de l'IGF avait fait un tollé au sein même de l'opinion tant nationale qu'internationale. On a dit que l'État congolais a un budget très faible, estimé à 3,5 milliards de dollars. Nous cherchons comment faire en sorte que nous puissions avoir un budget au-delà même de 20 milliards de dollars. Et parmi les moyens qui devraient nous accorder cette possibilité, c'est la fiscalité. Ça nous apparaît ambigu ou paradoxalement. En même temps, nous avons besoin d'élargir le budget. Et de l'autre côté, on accorde des exonérations sans évaluation. Ça pose problème. Ça pose problème. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une disposition législative et réglementaire. Il doit être réglementé. Les pourcentages qui est accordé dans les dépenses fiscales doit être défini. Les secteurs bénéficiaires doivent être définis. Ce n'est pas parce que cette disposition existe que, par exemple, le ministère des Finances va justifier que j'ai accordé dans tel secteur, domaine agricole, de tel domaine, domaine minier, tous les secteurs bénéficient. Non, c'est pas de cette manière. C'est pourquoi j'ai donné l'historique que les économistes de grands pays, les pays développés, se sont arrêtés un moment pour dire on en est où avec ce système? Qu'est-ce que ça représente? Quel est son impact sur le budget? Les rapports de l'IGF, je pense même, ils ont été larges. Voilà. Parce que le dépense fiscale dans ce pays dépasse le budget de l'État. Dépasse le budget de l'État. Dépasse le budget de l'État, ça devient anormal. Ça fait froid au dos d'écouter de telles révélations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est classée des un pays le plus pauvre au monde, avec plus de 80 millions d'habitants. Eh ben, l'État congolais peine à mettre sur pied le moyen qu'il faut pour soulager tout de même cette misère de la population congolaise. Mais du moins, M. Yves Saloumou, je reviens à vous par rapport à ce que vous venez de numérer tantôt. Ne voyez-vous pas que d'un côté, accorder des exonérations sans évaluation, ça entre dans le cadre de ce que Luzolo Bambi avait appelé à l'époque le coulage de recettes qu'il avait estimé à plus de 20 milliards de dollars. Exactement. C'est vrai que l'observation du professeur Luzolo Bambi a deux volets. Il y a l'aspect qui touche dépenses fiscales, qu'on est en train de parler d'exonération, et il y a aussi les coulages qui touchent dans le non-respect des principes, dans le non-respect des normes, dans le vol, dans les détournements, dans tout autre habit
qui fait que l'État ne reçoit pas effectivement ce qui lui revient comme droit. Parce que lorsqu'on crée une taxe, la taxe n'est pas seulement créée parce qu'on a besoin de l'argent, la taxe est accompagnée d'une philosophie, d'une culture, d'un objectif. Par exemple, tous les pays, je prends l'exemple simple qui est aussi un grand sujet qu'on n'arrive pas à développer, la TVA par exemple. La TVA, les pays qui ont créé la TVA, c'est après plusieurs réflexions. L'État a plusieurs sources, c'est-à-dire on va chez un entrepreneur, je prends notre cas où l'économie est tournée vers l'extractif, les miniers ils viennent, on dit non, on vous impose une taxe, vous devez payer. On pouvait l'appeler seulement TVA minier. On pouvait s'arrêter à ce niveau-là. Mais non, parce que nous allons éclairer la lanterne de l'opinion. Ce que vous venez de dire, c'est très important. Vous allez continuer, je ne vous interromps pas. La TVA a été instituée, si ma mémoire est bonne, en 2011. En 2011, oui. C'était en remplacement de l'UPR. L'impôt... Non, c'est l'impôt sur le chiffre d'affaires. L'impôt sur le chiffre d'affaires, voilà. C'était en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Oui. Or, la TVA est un impôt qui touche la consommation. Mais exactement, c'était ça la première erreur. Voilà. Lorsqu'un entrepreneur investit, il a son schéma des prix, il a son prix de revient, il ajoute les valeurs, autres valeurs, il détermine son prix de revient, il ajoute le bénéfice, il a son chiffre d'affaires. C'est-à-dire, il a déjà ses bénéfices dans la production. C'est-à-dire, si on prend les entreprises productives, il a les matières premières, produits finis, produits vendus, coûts de distribution, coûts administratifs, autres. On a les bénéfices, on a les chiffres d'affaires. Il a déjà gagné. Lorsqu'on a introduit la TVA dans notre pays, c'est-à-dire l'État dit ceci, à part les entrepreneurs qui sont, ou les industriels qui sont productifs, nous allons vers la population, les consommateurs, nous leur disons, écoute, tous ensemble, on va s'investir pour atteindre certains objectifs. C'est-à-dire, dans ce que vous consommez, nous vous donnons encore un effort, nous vous demandons encore un petit effort, de rajouter en plus pour que l'État atteigne ses objectifs. C'est dans cet esprit-là que la TVA a été créée. Donc la TVA, c'est une taxe des consommateurs payée par les consommateurs. Ce n'est pas les entreprises qui payent la TVA. L'entreprise paye la TVA, ce qui fait ce qu'on appelle prestation sur soi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai produit, je vends du foufou, et donc, dans ma production du foufou, il y a la taxe de TVA. Si je consomme ce foufou-là, c'est-à-dire, je dois aussi payer la TVA parce qu'il y a une part de l'État qui est réglementée, qui a défini que dans tel produit, avant sa sortie de la vente, ça consomme quelque chose. Dans la TVA déductible. Déductible. Cette prestation sur soi-même, ça fait la TVA, mais l'ensemble des consommateurs paye la TVA. L'ensemble des consommateurs paient la TVA 11 ans ou 10 ans après son institution. On a comme l'impression que la TVA n'a pas atteint les objectifs escomptés. Parce que jusqu'à ce jour, nous ne parvenons pas toujours à élargir notre assiette fiscale. Nous ne parvenons pas toujours à mobiliser autant de recettes comme ça a été dit lors de la campagne relative à l'instauration de cette taxe de valeur ajoutée. Alors pour vous, M. Yves Saloumou, en deux mots, quels sont les pesanteurs qui ont empêché la TVA de poursuivre son cours normal? Là, on vient de plaindre tout à l'heure en abordant ce sujet l'esprit qui a créé la TVA. On a remplacé une taxe qui ne correspondait pas à l'esprit originel de la TVA. Donc, c'est-à-dire les entreprises qui produisaient déjà leur chiffre d'affaires ont dit non, vous n'allez plus payer ce chiffre, cette taxe sur le chiffre d'affaires, sur l'ensemble de vos ventes, mais vous allez payer la TVA. Alors que la TVA, c'est tout le monde, y compris ces entrepreneurs-là et l'ensemble de la population, qui chaque jour, à chaque fois qu'on achète, c'est-à-dire si un pain coûtait 10 francs congolais, nous payons 14%, c'est 14%, 16%. Voilà, 16%. Donc nous sommes à 11,6. 11,6. Le 11,6 n'a rien à voir avec le prix de vente. Parce que le vendeur a déjà son chiffre d'affaires et son bénéfice. C'est l'effort de moi, consommateur, je lui ajoute 1,6% pour que l'État, nos responsables, nos dirigeants, pour la gouvernance, atteignent certains objectifs indépendamment des taxes. C'est-à-dire, on fait une taxe de trop. Donc, enfin, une taxe de trop, vous allez continuer, mais certains experts estiment que ça valait la peine que la TVA soit instituée en République démocratique du Congo de par
c'est qu'ils ont évalué donc la pression fiscale en République démocratique du Congo c'est autour de 17% si ma mémoire est bonne. Donc sur moyen de 20 sur un moyen de 20 voilà. Donc vu que la pression fiscale est très faible, donc ça ne dérange pas ça va pas asphyxier l'activité économique. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a des besoins qui sont indispensables, les besoins primaires. Je prends, vous m'avez introduit comme j'ai vécu en Suisse. En Suisse, il y a 3 taux différents sur le produit de la TVA. Il y a ce qu'on peut consommer au niveau des restaurants, autres, et TVA générale. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de privilégiés lorsqu'on s'investit pour le développement. C'est-à-dire tout le monde, mais à des degrés différents. Ce qui porte l'économie à un niveau beaucoup plus élevé, ils supportent un peu plus. Ceux qui le portent à un niveau beaucoup plus bas, ils supportent peu. C'est-à-dire tout le monde peut aller dans un restaurant, il va payer combien? 4%. Les gens qui vont s'acheter des ordinateurs, des écrans, ça devient un luxe, ils payent 8%. Voyez? Et puis, il y a d'autres pays où, par exemple, la France, le taux est plus élevé jusqu'à 19%. C'est l'effort de la population. Seulement, les effets qu'on a évoqués ici, ce qui concerne le coulage, les détournements et autres, fait que la TVA qu'on est en train de percevoir au niveau de la Direction générale des impôts n'entre pas dans la caisse de l'État à cause du coulage, à cause du vol, à cause du détournement, à cause aussi des données. Donc on peut parler déjà des évasion fiscale. Voilà. La base en fait au niveau de la Direction générale des impôts, c'est de constituer une base de données réelles, des assujettis et des non-assujettis. L'assiette fiscale, jusqu'à quel degré elle s'élargit. C'est à ce moment-là on peut capter. Vous voyez même. Bien évidemment, je vais souligner ça entre parenthèses. Ici, j'interviens en tant qu'expert dans mon domaine, pas un officiel dans aucune institution, pour qu'il n'y ait pas des amalgames de ce que je représente et tout ça. Dans la programmation, donc au niveau du budget, le ministère du budget programme, c'est-à-dire il met un canevas sur la projection des recettes, des simulations. On peut atteindre 3, comme il est triennal avec, par exemple, dans les cadres budgétaires à moyen terme, c'est CBMT qui demande une programmation triennale. Dans 3 ans, il dit, voilà, voici la manière où nos recettes vont évaluer. Ces programmations-là, on les renvoie au niveau de finances avec des assignations au service des assiettes pour dire, voilà où vous devez atteindre. Vous n'avez qu'à mettre des mesures pour que cet objectif-là soit atteint. C'est-à-dire qu'on sait déjà où nous sommes en train de partir. Mais lorsqu'on arrive au niveau du ministère des Finances, avec les régies financières qui établissent des mesures, les mesures devaient consister à quoi? Les mesures ne devaient pas constituer au fonctionnement de l'institution. Les mesures devaient constituer au comportement des actes. Donc, chaque acte générateur, il faut l'identifier et savoir de quelle manière il est en train de se comporter pour atteindre un objectif déterminé. Voilà. Donc, si la TVA est un acte générateur, lorsqu'on élabore le PTA, par exemple, pour dire qu'on n'a pas atteint les assignations telles qui nous sont données, ce n'est pas à dire que la DGDA n'a pas atteint les assignations. C'est une manière vague de présenter les choses. Il fallait nous dire chaque acte générateur, de quelle manière il s'est comporté sur le marché face aux contribuables pour dire qu'il n'a pas atteint ces assignations. Alors, si nous soulevons que la TVA qui concerne tous les consommateurs, pour moi, c'est une taxe par excellence. Donc, il demande seulement un encadrement, une bonne compréhension, la formation, la base des données sur base de quoi il va être taxé et il va attendre les assignations parce qu'il ne changera pas. L'économie ne s'arrêtera pas parce que la consommation va continuer à exister. Cette consommation va être faible ou atteindre la croissance à un niveau beaucoup plus élevé, mais elle va exister. Et c'est cette taxe-là qui touche d'ailleurs la consommation à des degrés différents. La consommation est liée à l'existence de l'homme. Exactement. Alors, mais Salomon, puisque nous parlons, c'est un sujet très intéressant, j'aimerais aborder un autre angle, toujours dans la même logique. Aujourd'hui, on parle de la TVA. Quid de la TVA remboursable que nous observons dans le secteur minier entre l'État et les opérateurs miniers? Vous avez un argumentaire ou un point de vue à mettre par rapport à cette question? Oui, en fait, avec les... Parce que d'un côté, les opérateurs miniers se plaignent que l'État ne les rembourse pas. C'est qu'il leur est dit. Oui, mais ça pose un problème. Le premier problème, c'est un problème de la comptabilité. Deuxième problème, c'est toujours le problème qu'on a soulevé tout à l'heure, le problème des dépenses fiscales qui veulent des exonérations qui sont maquillées à la réclamation de remboursement de la TVA. C'est-à-dire, la
TVA, si on prend la partie comptable, je parle maintenant en tant qu'un comptable. Voilà. La TVA, c'est un compte de bilan qui a double nature. Donc, il peut se poser au passif, tout comme à l'actif. TVA dit, TVA à percevoir, on va rembourser. C'est pourquoi il se pose sur le décoté du bilan par rapport à son solde. Une fois on a établi les comptes TVA, on regarde quel solde il donne, et on sait quelle partie du bilan on va les donner. Donc ça, c'est sur le plan national. Mais sur le plan international, la TVA est liée à certains accords internationaux. Pour dire que comme c'est une taxe interne, une fois que le produit quitte le territoire, il va ailleurs, dans un autre pays qui sera encore taxé s'il est vendu, il faudrait qu'au niveau de la frontière, on puisse exempter cette taxe-là. Voilà. C'est-à-dire, quand nous allons dans d'autres pays en Europe et autres, j'achète mes habits, je dis non, je ne vais pas les consommer ici chez vous. Là, ça sera TVA zéro. Comment? TVA zéro. Voilà. Pour dire que c'est des consommations, je ne consomme pas chez vous, je vais les consommer ailleurs. Vous m'exemptez de TVA. Vous nous achetez nos produits miniers, vous voulez les faire sortir. Bien évidemment, cette comptabilité peut se passer à la source où l'exemption est faite. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que les régies financières n'ont pas suffisamment de moyens. Ce qui fait qu'ils demandent des acomptes de paiement sur les taxes. Ils demandent, par exemple, voilà, vous avez suffisamment d'argent, écoute, nous arrivons au mois de juin, nous avons besoin de ça, vous nous avancez. Par après, on va faire la comptabilité pour savoir ce que nous vous devons. Est-ce que vous nous devez? On fait la différence, on vous le rembourse. Mais au regard de toutes ces pratiques, c'est l'État congolais qui en part perdant. Mais exactement. Justement parce que je reviens et je rappelle à nos téléspectateurs que notre système fiscal, donc le système fiscal congolais, est déclaratif. Ça veut dire que c'est la CGT lui-même qui va aller faire sa confession fiscale. Exactement. Mais aujourd'hui, nous comprenons que si on regarde de près ce qui se passe, on comprend que toutes les déclarations comptables que les différents opérateurs économiques œuvrant sur le sol congolais ne sont pas vraies. À titre exemplatif, aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile, dont j'ai été les noms, d'une manière générale, on parle qu'ils ont atteint le cap des 35 millions d'abonnés sur l'ensemble du territoire. Si on partait sur une simple logique des $1 seulement par consommateur, voyez un peu ce que ça va donner. Exactement. De même aussi au niveau des opérateurs pétroliers, il y a l'opacité par rapport à ce qui se passe, et de même au niveau des opérateurs miniers. Alors, pour y remédier, je crois que le résolution préconisée à l'issue du forum sur la réforme du système fiscal était salutaire. Mais j'ai comme l'impression c'est demeurer lettre morte, Yves. Oui, je me souviens, il y a 5-6 ans, vous et moi, on avait élaboré une question qui me vient tout de suite avec l'Institut national de statistiques sur les données réelles. Les données réelles. Sur base de quoi nous taxons? Sur base de quoi nous taxons? Je sais, pendant que Lionel Jospin, quand il a pris la primature en France, tout de suite, il a instauré, un décret a été signé pour instaurer les systèmes d'évaluation à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le domaine pétrolier, c'est toujours la même chose, que ce soit les pétroliers producteurs ou ceux qui sont dans la commerciale et tout, ça pose problème. Différence dans les réserves, qu'est-ce qui se trouve dans les citernes, ils ont vendu combien, ils ont entré. Le problème des prix, ça se pose et on connaît la situation telle que nous sommes en train de connaître. Les résolutions de forum sur la fiscalité n'ont jamais été appliquées. C'est ça. Nous revenons sur la même chose. L'exercice serait simple. Le premier exercice, c'est d'assainir la base des données. Que ce soit sur le contribuable, sur les différents services à donner, à quel niveau, ça représente quoi, quelle est la force de notre assiette fiscale, ça représente quoi, d'une manière réelle. S'il y a les assujettis au niveau de la TVA, ils représentent quoi, si les non-assujettis, ils représentent quoi, les respects de loi, les dispositions mises en place pour dire qu'il a droit à ça et ça, c'est à quel niveau il faut le faire. Et l'évaluation de la dépense fiscale pour dire que voilà, c'est pas parce qu'on vous a pas accordé la réduction sur la TVA qu'on va vous accorder des exonérations pour l'exportation ou faire quoi que ce soit. Une fois cette évaluation est faite,
à tous les niveaux et à tous les domaines. Il y a un tableau de bord bien lisible sur base de quoi les textes, l'application des textes, des règles et la formation aussi. N'oubliez pas que l'homme doit être formé. Justement. On ne doit pas lui donner de notions approximatives et lui demander des résultats parce qu'il bricole. Aujourd'hui, la TVA ici chez nous, par exemple, je prends cette taxe-là parce que c'est important, il faut qu'on en revienne. Très important. Et parce que il a une autre connotation. Même je vois parfois les techniciens eux-mêmes de niveau, quand ils commencent à expliquer, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, qui n'ont pas encore compris. Pourquoi partout ailleurs ça a marché? Et pourquoi pas ici chez nous, ça ne marche pas. Et lorsqu'on fait des évaluations, par exemple, au niveau de la direction générale, on ne va pas se limiter à la ville de Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Lorsqu'on établit le budget, parce que ces ressources-là, c'est ce qui sont déversées au niveau du budget de l'État. Il y a les 3 pouvoirs. Et au niveau des 3 pouvoirs, ils élaborent le budget pour avoir un budget consolidé qu'on appelle après le budget de l'État. Ce n'est pas le budget du pouvoir central qui doit continuer à supporter la charge de la République. Donc, on a au niveau central, au niveau des provinces, au niveau des ETD, où on a les échevés, qui sont aussi dans l'obligation de collecter des recettes et d'en rendre compte, qui seront pris au niveau de la province, dans leurs édits et autres, et qui seront déversés plus tard au niveau du pouvoir central et avoir un réel budget de l'État. Malgré qu'on a parlé de la caisse de péréquation avec de mécanismes de rétrocession de 40%, ce n'est pas vraiment effectif. Vu que vous avez dit que Kinshasa n'est pas le Congo, ça me donne cette inspiration pour vous poser cette question que d'aucuns se posent souvent. Nous avons la direction générale des impôts d'un côté, nous avons la direction générale des douanes et accises des GDA, nous avons la DGRAD et j'en passe. Mais aux côtés de toutes ces régies financières qui sont derrière sous le tutelle du ministère des Finances, il y a ce qu'on appelle de régies provinciales, notamment ici à Kinshasa. Nous avons la DGRK, la Direction générale des recettes pour la ville-province de Kinshasa. La Constitution lui a conféré la compétence de collecter que 3 types d'impôts. L'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, et puis il y a l'impôt sur le véhicule automoteur, donc c'est que nous appelons le vignette. Alors, est-ce que vous pourrez émettre aussi un argumentaire par rapport à cette question? Est-ce que les 3 impôts conférés ou cédés aux régies financières provinciales sont suffisants pour leur permettre de subvenir à leurs besoins? Parce que dans toutes les provinces, c'est le même discours qui revient. On n'a pas assez d'argent, même aussi au niveau de ville, province de Kinshasa, juste pour procéder à l'assainissement de la ville, évacuer les immondices. C'est le même discours qui revient. On n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent. Vous êtes expert en fiscalité. Comment devraient-nous reformuler cette question pour qu'à travers la fiscalité, que nous puissions aussi alimenter nos provinces? Effectivement. En fait, pour alimenter les provinces, vous avez soulevé le problème des caisses de péréquation qui fait que l'ensemble des revenus, une fois qui sont produits au niveau des provinces, il n'y a pas seulement ces taxes-là qui génèrent, il y a d'autres taxes parce que les régies sont étendues jusqu'au niveau des provinces. La DGDA est dans toutes les provinces, DGI, ils sont dans toutes les provinces. C'est-à-dire, chaque province a un directeur provincial de ces régies-là qui a aussi les objectifs et les assignations. Dès qu'il collecte les impôts, les taxes, il les reverse au niveau de la direction générale qui sont déversés après dans cette grande caisse de l'État pour qu'ils soient répartis à l'ensemble des provinces. Donc, dans les réunions des gouverneurs, je pense, ils ont instruit d'autres indices pour dire qu'il faut créer les équilibres entre les provinces, l'indice de pauvreté, les provinces qu'il faut soutenir et autres. Et moi, je suis dans donc, il y a la disparité en termes de revenus. Moi, je suis dans d'autres réflexions. Je pense que c'est dans ça que je vais m'engager dans mes recherches dans les jours qui viennent. C'est ce qui a été l'expérience de l'Union européenne. L'Union européenne a parlé des critères de convergence. Lorsqu'il y avait une crise en Espagne, en Grèce et au Portugal, c'était difficile à l'Union européenne de créer l'équilibre avec tous les États. Parce qu'il y avait les États qui étaient suffisamment stables et les autres qui se disent, mais non, si nous demandons à tout le monde de nous présenter un budget équilibré et à un niveau tel que la Banque européenne va définir les taux et autres, ça va poser problème. Ils ont introduit ce qu'ils ont appelé les critères de convergence. Ça veut dire quoi? On va permettre à des provinces qui sont faibles, ça c'est mes recherches, mais au niveau de l'Union européenne, ça a réussi. Avec la loi des marchistes, ils ont dit quoi? Les pays qui sont faibles, nous vous accordons de présenter votre budget même à 15% moins. C'est-à-dire, l'orthodoxie budgétaire tombe
à un certain moment, mais tout simplement, vous respectez les 15% qu'on vous accorde. Vous ne pouvez pas aller au-delà des 15%. Voilà. C'est ce qu'on appelle les critères de convergence. Mais maintenant, les autres pays qui sont natifs et aussi les crédits ou ce qu'on demande au niveau de la Banque centrale sont justifiés. Au niveau de la Banque de l'Union européenne, il sait déjà que je peux donner, je peux financer les États jusqu'à hauteur de 15% et ça ne va causer aucun problème sur le fonctionnement. À ce moment-là, le budget n'est plus orthodoxe, le budget devient fonctionnel. Voilà. Et nous, ici, nous travaillons toujours avec un budget fonctionnel, avec un semblant d'orthodoxie. Donc, mais il y a des terminologies telles que budget programme. Budget programme. Justement. Oui, ça, c'est autre chose. Les budgets programmes, c'est les réformes qui viennent. Là, on est en mode budget moyen, c'est-à-dire les sectoriels, les administrations demandent le moyen pour réaliser certains objectifs. Mais le budget programme, qui est une réforme en moratoire qui va commencer d'ici 2024, donc à 2023, demande maintenant de présenter les programmes avec les objectifs. C'est-à-dire, vous avez des actions, les titres, les actions définies, les actes, et c'est sur base des actes-là qu'on vous donne. Et après, il y a des critères d'évaluation pour savoir si vous avez atteint ce que vous avez demandé. Alors, j'aimerais aborder le tout dernier virage de notre émission qui va sans doute intéresser nos nombreux téléspectateurs, la question liée à la révisitation du code minier. À travers ce mécanisme de la révisitation, il y a ce qu'on a appelé la redevance minière qui a observé une tendance haussière. Alors, selon les experts, dès la première année de sa mise en vigueur, cette révision du code minier allait rapporter 20 milliards de dollars à l'État congolais, selon les estimations à travers tout ce qui a été fait dedans. Mais on a comme l'impression que cette révision du code minier n'a pas impacté l'économie congolaise d'une manière aussi considérable. Pourquoi on ne parvient pas toujours à capter Vous et moi, voilà. Nous avons suivi à la télé le président Yuma, le FEC. Voilà. Où pour moi, il a étonné tout le monde. Ouais. Pour dire que c'est un groupe de gens qui contrôlent nos minéraux. Je pense que nos minéraux, en vrai, ils ont été bradés à un certain moment de l'année. C'est ça le terme. Ils ont été bradés. Pourquoi? Parce que, effectivement, le pays, tous les grands pays vivent avec une stratégie nationale indépendante du programme du gouvernement et autres actions qui suivent. Chez nous, on l'a, mais on n'arrive pas à l'harmoniser et le mettre effectif pour que tous les programmes qui viendront, toutes les lois, l'ensemble des textes puissent trouver un fondement, la base sur ces programmes nationaux. Et là, au niveau du ministère de Plan, on a ce qu'on appelle le PNSD, Plan National Stratégique de Développement, qui n'est pas fait par ceux qui viendront diriger, qui vont faire par ce qui est stable, c'est-à-dire l'administration, les sectoriels, ceux qui vivent au quotidien, ceux qui savent les besoins et tout. C'est sur base de, parce qu'il y a le secrétariat général au niveau de mine. C'est sur base de ça qu'il faudrait s'inspirer avant de faire les textes. Et lorsqu'on fait des textes, on a parlé des recettes. Le problème, c'est quoi? Tous les actes générateurs sont nomenclaturés. Nomenclature des actes, c'est le président de la République qui signe l'ordonnance pour savoir on a autant d'actes et tout ça. Mais on a des actions rémunératrices, c'est-à-dire des actes rémunérateurs qui ne sont jamais nomenclaturés jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire ça fait des coulages et des millions, y compris dans le domaine minier. Donc, c'est qu'on a parlé ici d'une évaluation d'une manière générale de tous les secteurs, y compris les secteurs miniers, que ce soit les secteurs agricoles et autres, les secteurs des services, entre autres la téléphonie et autres. Cette évaluation générale par une stratégie qui peut même s'instaurer au niveau du Premier ministre. Il met une direction d'évaluation des actions gouvernementales, autres avec les stratégies. C'est-à-dire cette structure-là évalue tous les secteurs et regarde maintenant les législateurs, les gens qui réfléchissent, les porteurs des réformes, ils vont déverser l'ensemble de leur philosophie et intelligence dans cette structure-là. Lorsque les lois vont sortir, ils vont s'adapter à la réalité. Donc, lorsque nous faisons les textes, c'est parce que deux personnes se sont réunies dans un bureau en train de réfléchir de quelle manière le mine doit fonctionner. Il n'est pas minier, il n'a jamais été dans la province, il ne sait pas comment ces choses se passent.
on va arriver à des textes qui ne correspondent pas. On va arriver à des textes qui ne correspondent pas. Ça me pousse encore d'enrichir au moins ma réflexion, toujours dans la même optique. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons une loi sur la sous-traitance qui accorde l'exclusivité de ces activités aux nationaux, aussi bien dans le secteur minier que dans bien d'autres. Eh bien, votre point de vue aussi par rapport à cette question, parce que la loi existe, oui, mais les grands problèmes, les Congolais ne s'en approprient pas. Les problèmes des Congolais... C'est une possibilité de créer des millionnaires en République démocratique. Il y a plusieurs possibilités de créer des millionnaires. Je donne une idée simple. En fait, c'est pas seulement la science. Il y a aussi des exemples existants qui peuvent nous inspirer à faire les choses bien. L'économie est portée dans les grands pays à plus de 60% par les privés, par l'entrepreneuriat. Quand bien même l'État, c'est un grand employeur, c'est un agent déclinant de l'économie avec plusieurs facteurs qui peuvent faire, mais l'économie est portée par le privé, par les partenariats. Vous savez aujourd'hui que représente la dette intérieure des Congolais qui se sont donné la volonté, le courage d'investir ou de fournir quelque chose à l'État. Et l'État a pris, il ne paye pas pendant des années. Si ces entreprises-là fonctionnent, qu'ils ont leur revenu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des emplois. Voilà. S'ils ont, ils vont s'épanouir. Non seulement créer des emplois, ils vont payer leurs taxes. Là, il y a un sujet qu'on parlera autrefois parce qu'on va parler de développement maintenant. C'est important. C'est la zone de libre-échange. Voilà. Comment nous serons concurrentiels si on n'a pas des entreprises fortes? On risque de créer des monopoles, des oligopoles avec d'autres pays et influencer les marchés africains parce que nous ne sommes rien. Donc, il y a plusieurs chemins. Heureusement, on a bénéficié d'un moratoire de 10 ans. Oui, mais oui. Voilà. Oui, ça, c'est... Le temps pour nous de se préparer. Est-ce qu'on va réellement se préparer dans ces 10 ans? Parce que pour se préparer, c'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement compter sur les recettes de douane et autres. Entre autres, qu'il y a d'autres mécanismes et d'autres taxes internes, même sur le plan international, qui peuvent nous permettre de faire face à la concurrence sur le plan régional et sur le plan continental. Donc, c'est pour dire que moi, je suggère, par exemple, il y a des techniques qui existent, par exemple, en comptabilité, qu'on appelle la dépréciation des créances. Il faut qu'on ose. Voilà. Les gens qui ont 15 ans, un crédit 15 ans que l'État lui doit, il n'arrive pas à lui payer. Il va faire comment? Que l'État prend le courage. C'est comme si on déclare la faillite au niveau national. Dit, écoute, voilà, moi, je vous suggère... Non, c'est comme si on déclare la faillite. On laisse l'activité économique entre les mains des expatriés. Exactement. Aujourd'hui, nous subissons ce que moi je qualifie une colonisation économique. Ce sont les Libanais qui sont les hommes le plus forts du point de vue économique. Parce qu'ils viennent avec du Tous les immeubles qui poussent en ville, ce sont eux. Les grandes actions en termes d'entrepreneuriat, ce sont les Libanais et les Indiens. Moi, je suggère l'évaluation totale de la dette intérieure pour toutes les entreprises nationales. Si l'État n'arrive pas à débourser cet argent-là avec des mécanismes sur le plan monétaire qui va permettre qu'il n'y ait pas assez de masse sur la circulation, qui procède avec courage, c'est comme on fait l'extrapropriation pour les terres. Ils peuvent dire, écoute, je propose une dépréciation des créances. Vous avez combien? 1 million. Moi, je suis prêt à vous payer 400 000, mais vous arrêtez. Alors, mais voilà. Le temps nous est imparti. Je vais vous poser la toute dernière question. Yves Saloumou, je rappelle, si vous venez de nous joindre en cours de notre émission, notre magazine à récit sur ce plateau, monsieur Yves Saloumou, il est économiste de formation, doctorant en économie publique à l'IPN, expert en finances publiques et en comptabilité. Et il a travaillé aussi bien dans le public que privé en termes professionnels en Suisse. Avec lui, nous sommes en train d'échanger autour de la problématique relative au système fiscal congolais. Quid des résolutions issues même de ces forums aujourd'hui, le système fiscal peine toujours à donner à l'État congolais le moyen de sa politique. Voici ma toute dernière question. L'économie congolaise est largement représentée par le secteur informel, estimé à plus de 80% de l'économie congolaise est supportée par le secteur informel. Or, c'est un secteur qui échappe à l'autorité étatique. Que faire pour canaliser toutes ces énergies, toutes ces recettes vers la DGI, par exemple, vers la DGA, vers nos régies financières, pour que ces secteurs-là deviennent aussi, en quelque sorte, un bras séquilier aux efforts de notre développement. C'est ce qu'on vient de dire là tout à l'heure, Philippe.
l'évaluation, les statistiques, les données réelles. Lorsqu'on projette à 80 ou 80% des secteurs informels, sur base de combien d'entreprises, de combien de personnes, dans quel secteur, dans quel autre secteur. Donc, si aujourd'hui on arrive à dire, par exemple, pour la ville de Kinshasa, nous avons 50 entreprises qui ne sont pas captées au niveau de la DGI, on sait des mesures qui peuvent accompagner. Donc, le service pour aider la recette, les recettes au niveau national, il y a des services connexes qui viennent en contribution, c'est-à-dire à les fournir la base sur quoi ils doivent s'appuyer pour appliquer ce qui est de leurs attributions. C'est pourquoi les institutions, comme on a dit, l'Institut national de statistique est très important, la sécurité de l'État à tous les niveaux, tout ça, ça joue. L'autorité de l'État à des niveaux beaucoup plus avancés, la bonne gouvernance, tout ça, ce sont des principes ou des aspects qui doivent être maîtrisés pour qu'on arrive à cet objectif-là. Si les zones sont incontrôlées, nous ne saurons pas à capter ces entreprises-là. On va se dire que, par exemple, à l'est du pays, une situation déplorable où tout le pays aujourd'hui est debout pour dire nous apportons nos soutiens à nos FARDC pour qu'il y ait la paix. Et vous devez comprendre que la paix et la stabilité régionale a un prix. Oui, c'est le premier acte du développement. Parce que quand nous recevons les aides au développement des autres pays, c'est pour dire quoi? Les nations qui sont stables, ils sont le facteur de développement sur l'ensemble, sur le plan global. Parce que les échanges vont se faire, les besoins, entre autres, sur l'indice de pauvreté, tout ça ne va pas se faire, les maladies autres. C'est pourquoi on doit encourager certaines nations à monter leur niveau de croissance ou de stabilité pour que la sécurité au niveau mondial, régional ou national puisse s'établir. Donc, nous revenons sur l'élément primordial d'identifier les choses. C'est très important. De les identifier, de les quantifier, de les évaluer et d'appliquer maintenant les textes là-dessus pour voir de quelle manière. Aussi la sensibilisation, ce qui est de votre domaine, vous qui êtes de la presse, vous avez un rôle très important de sensibiliser, de conscientiser, d'apprendre, de transmettre les connaissances à ceux qui en ont besoin pour qu'après tout ce qui sera décidé soit appliqué d'une manière objective. Je crois que cette émission vous a plu, donc n'hésitez pas de réagir au travers le numéro se trouvant au bas de vos écrans. Votre émission avait reçu sur ce plateau Yves Saloumou en titre de rappel. Nous terminons notre émission Yves Saloumou, mais il sera incomplet d'éclore complètement cet échange sans pour autant de vous demander de placer votre mot de clôture. Ce que je dirais, le Congo, c'est le nôtre, on n'a pas un autre. Nous devons tous nous investir, chacun va apporter le peu qu'il a pour qu'on arrive à faire une grande nation au niveau international et s'affirmer comme un État responsable. Et c'est ça notre combat. La pauvreté n'est pas un bien à partager, mais plutôt un ennemi à combattre. C'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine.